Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu spécial puisque j'ai eu la chance lors du Jumping de Bordeaux de co-animer une conférence avec Fanny de Ecus Ways. Le thème était observer au-delà de la bientraitance et on a mis une petite baseline de est-ce que la performance peut être considérée comme un critère de bien-être. Et comme on a trouvé dommage qu'elle ne soit réservée qu'aux personnes présentes au salon ce jour-là, on a décidé avec Fanny de l'enregistrer et de vous la proposer ici aujourd'hui. Vous allez voir, elle a été enregistrée dans les conditions du direct. Le son est un peu différent de d'habitude, mais ne vous étonnez pas, nous étions à ce moment-là au milieu du salon du Jumping de Bordeaux. On espère qu'elle vous plaira et on a hâte d'entendre vos retours. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors t'es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Vas-y. Donc bonjour à tous, je m'appelle Fanny. C'est la deuxième année que je viens au Jumping de Bordeaux. On va se présenter très rapidement avec Morgane, que j'ai invitée sur scène. Elle n'était pas prévue au programme, mais j'avais pas envie d'être toute seule. Donc du coup, Morgane est avec moi aujourd'hui. Tu avais une question, je crois, Morgane, pour démarrer. Oui, avant de commencer la conférence, j'aimerais bien, avant que vous sachiez qui on est, j'aimerais bien un peu savoir qui vous êtes. Est-ce que dans l'assemblée, ça te va ? C'est ça que tu voulais Non, commencer ? j'avais changé les slides, ouais. Du coup j'ai remis, c'est bon. C'est bon ? Ah, tu voulais qu'on commence par se présenter ? Ok. J'aimerais savoir quelle pratique de l'équitation vous avez aujourd'hui. Qui dans l'assemblée fait de la compétition ? Ok. Qui dans l'assemblée est plutôt un cavalier de loisir ? Ok. Qui dans l'assemblée est un professionnel du monde du cheval ? Ok. Pour ceux qui font de la compétition, est-ce qu'on est sur du CSO ? Ouais, ok. Très bien. Trop cool. Ça va nous permettre de vous donner des exemples qui vous parlent dans tous les sujets passionnants qu'on a choisi de développer aujourd'hui. Yes. Du coup c'est bon, on peut se présenter ? On peut se présenter. Très bien, donc du coup je m'appelle Fanny, je suis spécialiste du comportement équin. Donc comme beaucoup d'entre vous, j'ai démarré l'équitation petite au centre équestre. Et j'ai découvert l'éthologie, absolument pas avec les chevaux. J'ai découvert l'éthologie il y a à peu près une quinzaine d'années grâce à Jane Goodall, qui était une primatologue. Bon, vraiment rien à voir. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Jane Goodall ici ? J'ai fait la ref hier et personne ne savait ça. Du coup, j'ai découvert l'éthologie avec elle. J'ai trouvé ça super d'apprendre à comprendre le comportement en fait, des animaux, des autres espèces. Et je me suis dit, il faudrait faire ça dans les chevaux. Et je me suis rendu compte que d'autres gens avaient eu l'idée avant moi. Donc, du coup, je suis allée me former avec ces gens-là. Je suis partie sur les bancs de la fac. Et donc, j'ai un double cursus parce que, en fait, j'ai une partie finalement très universitaire sur l'éthologie en tant que science. Et puis, une partie beaucoup plus pratique sur le terrain maintenant, en éducation et comportement du cheval. Donc voilà, je passe 50% de mon temps à apprendre l'éthologie équine aux gens. Salut Renaud. Donc apprendre l'éthologie équine aux gens à travers soit mes programmes, soit dans des formations post-diplômantes pour des gens qui sortent de BPGEPS par exemple, soit sur le terrain lors du stage d'observation. Et puis 50% de mon temps majoritairement en éducation et comportement jeune cheval. Morgane. Moi, je m'appelle Morgane Tenquin, je suis enseignante en équitation spécialisée en biomécanique. Je suis cavalière de complet. Je vais le dire parce que dans mes exemples, ça va se ressentir, sûrement. Et moi, je passe 100% de mon temps à faire de la formation sur la biomécanique pour aider les particuliers et les professionnels à mieux comprendre leur cheval d'un point de vue fonctionnement physique, mais qui est évidemment lié avec tout le reste, puisque ma pratique, elle est basée sur 3 piliers. La biomécanique, donc la compréhension du fonctionnement du cheval, physique, l'émotionnel, du cheval et du cavalier, et la communication entre le cheval et le cavalier. Donc c'est assez complet, ça lie plein de choses, et on va en parler aujourd'hui de tous les sujets, comment on peut dire ça, tous les sujets Transverses, c'est le mot que je cherchais,
entre le fonctionnement physique, psychique, émotionnel. Bref, voilà à quoi j'occupe mes journées. Super. Du coup, on a un deuxième professionnel du monde du cheval, il y a d'autres gens qui sont arrivés depuis, je te le dis. Très bien. Donc il y a plus de professionnels du monde du cheval qu'au départ. Exactement. Très bien. En tout cas, un de plus au moins. Un peu Pointé du doigt. qui est repéré. Tu t'es mis au premier rang. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment on peut observer au-delà de la bientraitance qui mène du coup directement au sujet du bien-être. Le bien-être, c'est devenu le sujet numéro 1 de la filière. C'est même, ça dépasse la filière. Je pense qu'on parle de bien-être à peu près tous les jours, sur tous les sujets, que ce soit dans votre vie au travail, que ce soit dans vos pratiques sportives, que ce soit dans votre vie personnelle, familiale, etc. Et bien évidemment, la filière n'y échappe pas. La vraie question, c'est que c'est déjà tellement difficile d'évaluer le bien-être quand il s'agit de l'humain. Alors comment on fait pour le cheval, qui est du coup un autre individu vivant, qui n'est pas nous? Donc comment on s'assure de comprendre justement son état de bien-être et quelles sont les clés de lecture pour tenter de déterminer si justement il est en état de bien-être. Je vais donner en fait peut-être une petite définition parce que alors hier j'ai entendu que c'était difficile de définir bien-être, oui, mais en réalité il faut savoir que le bien-être a été défini et c'est l'ANSES, donc l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire, ouais, je crois que c'est ça, sécurité sanitaire, je ne sais jamais dans quelle ordre ça marche, qui l'a défini. Donc la définition est la suivante: le bien-être d'un animal est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux. Donc la brique comportementale, c'est moi, physiologique, ce sera toi dans cette conférence. Et ça ne s'arrête pas là, ce n'est pas que la satisfaction de ses besoins, mais c'est aussi la satisfaction de ses attentes. Donc ça veut dire qu'il faut réussir à se mettre à la place du cheval pour comprendre quelles sont ses attentes au quotidien et à l'instant T. La définition, en fait, finit en disant que cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'individu. Cette définition est valable autant pour les humains d'ailleurs que pour n'importe quel animal. Je rappelle que l'humain est un animal comme les autres. Donc on va parler d'animaux humains et d'animaux non humains. Ce qui nous amène donc, en fait, quand on comprend la définition à ce qui est écrit sur l'écran, c'est que finalement, l'état de bien-être, c'est une expérience avant tout individuelle. Donc, même s'il y a des grandes bases, et on va les voir, on va en discuter, il y a une forme de subjectivité au bien-être, et surtout c'est relié à un contexte, à un instant T, c'est-à-dire que en fonction de chaque expérience, les attentes vont varier, et donc la perception de la situation va varier. Donc, c'est très difficile de garantir un état de bien-être 100% du temps. Pour autant, c'est pas parce qu'on se dit que c'est difficile qu'il ne faut pas chercher à essayer d'optimiser les conditions et donc la bientraitance pour arriver à un état de bien-être. Le deuxième point, c'est qu'on a vu, ça dépasse l'état de santé. Il ne suffit pas juste de dire mon cheval mange à sa faim, mon cheval n'est pas malade, donc mon cheval va bien. C'est un peu plus complexe que ça va de soi. Donc c'est de comprendre ses besoins propres, on va en parler, mais du coup c'est aussi finalement d'arriver sur cette brique émotionnelle, et donc ça c'est la partie perception de la situation. Comment en fait l'individu ressent et anticipe le contexte et la situation dans lequel il se trouve. Est-ce que ça va générer des émotions positives ou est-ce que ça va générer des émotions négatives? Et tant bien même si le début de la situation génère une émotion négative, comment on arrive à une situation positive à la fin? Je crois que tu veux rajouter des choses sur la physiologie, ouais. Ouais. Sur la physiologie, moi j'adore ce principe individuel, puisque en fonction des, je vais appeler ça les fonctionnements physiques, on peut appeler ça les préférences motrices aussi des humains, on en parle de plus en plus, en fonction de comment le cheval fonctionne dans son corps, il va avoir une perception de l'événement différente. Je peux prendre un exemple dès maintenant. Il y a des chevaux, par exemple, qui, d'un point de vue, des chevaux du jumping, qui vont passer 2 à 4 jours au box. Il y a des chevaux, d'un point de vue émotionnel, dans lesquels ça va les mettre dans le rouge, d'autres moins. Et d'un point de vue physique, on a exactement la même chose. On a des structures de chevaux. Alors, le cheval est fait pour bouger en général. Par contre, il y a des chevaux pour lesquels ça va demander un vrai effort de rester arrêté, et d'autres qui vont le vivre mieux. Donc, cette notion individuelle, elle est hyper importante à comprendre pour nous. Ah, il y a une question que je n'ai pas posée tout à l'heure. Qui est propriétaire d'un cheval ici? Ok, cool.
un ou des. On a, nous, en tant que propriétaires de chevaux, on a en tout cas on a la responsabilité du bien-être de notre cheval. Et donc c'est hyper important de comprendre comment notre cheval fonctionne d'un point de vue physique et d'un point de vue psychique, je peux le dire comme ça, Ouais. pour lui apporter un environnement le plus adéquat en fonction de son individualité. C'est bon? J'ai perdu personne? Ok. C'est assez juste, on peut reprendre l'exemple justement sur la brique émotionnelle. En fait, je trouve que c'est un très bon exemple le jumping. Donc tu parlais que du côté physiologique, donc il y a des chevaux pour qui ça va être plus facile de potentiellement être moins dans le mouvement pendant 2-3 jours parce que entre les épreuves, on est au box, parce que voilà, là, vous avez vu, il n'y a pas de pâture. Et puis pour d'autres, ça va être plus difficile. Effectivement, en émotionnel, c'est pareil. On disait, la fin de la définition sur le bien-être, c'est la perception de la situation par l'animal. Et en fait, on se rend compte que cet événement, ce contexte, pour 2 chevaux différents, en fonction de leur tempérament, c'est-à-dire de leur personnalité, la manière dont finalement ils réagissent au quotidien face à différents stimuli, et il y en a un, il va trouver ça à peu près ok, même si c'est la première fois qu'il vient là. Il aura eu les mêmes conditions d'entraînement à la maison, par exemple, que le cheval 2. Il aura eu la même préparation, les mêmes soins, la même balnéothérapie avant de venir, par exemple, le même massage dans son box avant d'aller sur la grande piste. Et au moment d'arriver sur la grande piste, il y en a un, en fait, il va être hyper attiré par l'environnement. Les lumières, le son, les gens qui clapent, et en fait, ça va le mettre potentiellement dans un état d'émotivité assez haut. Et un autre, pourtant, il va avoir exactement en fait, le même chemin qui l'amène à cette piste, et il va rentrer sur la piste, et ok, il y a du bruit, etc., mais il ne va pas forcément montrer les mêmes indicateurs, la même émotivité face à la situation. Et donc c'est là qu'on voit que c'est compliqué et que c'est une question de subjectivité, parce que 2 individus ne vont pas réagir forcément de la même manière, tant bien même qu'on leur donne exactement le même contexte de départ, avec la même préparation, etc., etc. Ça nous amène à la bientraitance, du coup, parce que le sujet, c'est comment on fait pour observer au-delà de la bientraitance. Donc, qu'est-ce que la bientraitance ? La bientraitance, en fait, elle se distingue du bien-être parce que c'est un mot, c'est un concept humain qui est vraiment l'intention qui nous pousse, nous, au départ, à l'action, dans le but d'accéder au bien-être. Et donc, il faut bien le comprendre, c'est que ça va être tous les moyens qu'on met en œuvre, finalement, pour essayer de garantir ce bien-être. Pour mettre ces moyens en œuvre, il faut déjà comprendre quels vont être, on va parler des besoins premiers de notre individu cheval. Et ensuite, une fois qu'on en aura la connaissance, réfléchir à quelle est l'application qu'on peut en faire. Ça a donné lieu dans notre filière à bien évidemment tout un tas de chartes équines, chartes de bien-être. On parle souvent des 5 libertés. J'ai une question, est-ce que vous savez ce que sont les 5 libertés du cheval, vous qui avez des chevaux et qui vivez avec les chevaux? Personne? Qui en a déjà entendu parler? Ah si. Ok. Qui saurait en citer une? Au moins. Ou les 5 si vous les avez. Ouais, il y a une main levée, il y a une personne qui sait. Est-ce que tu peux... Regarde, Je peux y aller. Faut que je fasse le tour? Oui, sinon ça va l'harceler. Vas-y, je répète si tu veux. Un accès à la nourriture. Elle veut pas le micro, je répète. Ok, répète. Un accès à la nourriture. L'eau. Ouais. Absence de maladie. Ouais. Ou de douleur. Elle est trop forte. Exprimer des comportements naturels. Ok. Et on sèche sur le dernier. Ok. Donc effectivement, les 5 libertés. Vas-y. L'habitat. C'est 1, l'absence de peur et de stress. Donc c'est de se dire qu'au quotidien, en fait, on fait en sorte d'avoir un environnement qui ne nous met pas déjà dans un état fort de stress et de mal-être. La deuxième, c'est l'absence de maladie et de douleur, donc garantir la santé, entre guillemets. Le troisième, c'est l'absence d'inconfort. Alors ça, déjà, c'est un petit peu plus complexe parce que ça veut dire qu'est-ce qu'est la notion de confort, en fait, pour cet individu et pour cet animal et pour cette espèce. La quatrième, c'est effectivement l'absence de faim et de soif. Et la cinquième, c'est la possibilité d'exprimer des comportements naturels ou des comportements premiers pour l'espèce. Ce qui nous amène dans notre filière équine aux 3 F, que je pense que là, plus de gens connaissent. Attends, qui connaît les 3 F? Qui est capable de les citer? Ah, là c'est bon. Là, on a plus de monde. Pour ceux qui ne sont pas capables,
Ok, les 3 F. Donc le premier, c'est food ou forage. Ça dépend le niveau de granularité que vous avez envie de donner. Donc le fait de manger des fourrages en continu, d'avoir accès à du fourrage en continu. Le deuxième F, c'est friends. Donc c'est pour les amis, les congénères. Donc vivre avec d'autres individus chevaux de la même espèce. L'âne n'est pas un congénère. Le troisième F, freedom, liberté de mouvement. Celui-là, je te le donne parce que pour une pro de la biomécanique. Ce qui est hyper intéressant avec le mouvement, c'est que hyper intéressant de comprendre que le mouvement, c'est pas juste une histoire de travail et de conditions physiques. Le mouvement chez le cheval, je peux le dire comme ça, c'est pas ? Oui, c'est bien. Et le mouvement chez le cheval, il active aussi tout plein de paramètres secondaires, comme la digestion, la circulation lymphatique, et il participe, le mouvement lent, participe à la solidité de tous les tissus mous. C'est pas hyper exact de le dire comme ça, mais en tout cas, on va renforcer tous nos tissus mous, enfin les chevaux, nous aussi d'ailleurs. Les chevaux vont renforcer tous leurs tissus mous, donc les muscles, les tendons, les ligaments, grâce au mouvement. Ouais. Voilà, ça te va ? Ça me va super. Super. D'ailleurs, si c'est de pouvoir exprimer les comportements naturels, comment un cheval mange ? La tête en bas, En se déplaçant. en se déplaçant. Donc le comportement naturel du cheval qui mange, c'est de brouter la tête en bas en se déplaçant au pas très lent d'un pied sur l'autre. Ok. Donc ça, c'est la bientraitance. Maintenant, est-ce que la bientraitance est suffisante ? C'est-à-dire que, est-ce que si on garantit les 3 F, on est sûr d'avoir un cheval en état de bien-être ? Qui pense que oui ? Vous pouvez lever la main. Apparemment, personne. Qui pense que non, ou que ce n'est pas suffisant. Good. Effectivement, les 3 F, c'est uniquement la base. C'est la base, mais c'est pas ce qui va garantir le bien-être. Et du coup, c'est ce qu'on va appeler le socle de la bientraitance chez nos chevaux. Donc, les actions mises en mouvement par l'humain pour essayer d'arriver à cet état de bien-être. Ce qui revient à ma toute première question, c'était comment en fait on fait pour évaluer le bien-être, puisque on n'est pas dans la tête de notre cheval. Donc quels vont être les observables, les indicateurs pour essayer de se dire oui, mon cheval va bien ou va pas bien à l'instant T, potentiellement. Et puis ensuite sur le long terme. On avait envie avec Morgane de vous parler de la performance et déjà de poser la question de est-ce que l'on pourrait retenir la performance, on est au jumping, du coup on a mis ça un peu sport, est-ce qu'on peut retenir la performance comme un indicateur fiable du bien-être ? On fait un oui ou non ? Ouais, grave. Alors, qui pense que la performance, donc le fait d'aller faire son parcours sans faute, par exemple, est un indicateur fiable de bien-être ? Est-ce qu'un cheval qui gagne des épreuves est un cheval dans le bien-être ? Forcément. 100% du temps. Qui pense que oui ? Qui pense que pas forcément. Ok. Good. Effectivement, c'est pas forcément un indicateur fiable et en fait, c'est assez récent. C'est-à-dire que pendant longtemps, on pensait que la performance pouvait être un indicateur de bien-être. En réalité, il y a des chercheurs qui se sont posés sur cette question en 2008, la bande de Hall, et ils ont suivi plusieurs chevaux lors d'une saison pour déterminer si, en fait, cheval qui gagne une épreuve égale le cheval absolument en bien-être. Je vais raccourcir l'histoire, parce que si je vous fais toute l'étude, on y est jusqu'à ce soir. Les résultats, c'est que non. Et en fait, accessoirement, l'étude a démontré l'inverse. C'est que la performance est loin d'être un indicateur fiable, puisque sur une majorité des chevaux, malheureusement de haut niveau, on observe des signaux et des indicateurs de stress et potentiellement de mal-être, notamment comme des stéréotypies, etc., etc. Donc, le but, ici, c'est de se dire quels vont être les autres indicateurs que l'on peut chercher quand on veut parler de bien-être et qu'est-ce qu'on va pouvoir observer. On relie souvent en fait le bien-être justement aux 3F, à l'éthologie, au fait de bien connaître qu'est-ce que c'est le monde propre du cheval, quels sont ses besoins, quelle est l'expression de ses besoins. Mais en fait, c'est absolument pas suffisant pour Morgane et moi, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus transverse que ça. En réalité, il y a plusieurs facteurs clés au quotidien qui permettent ou pas d'indiquer si un cheval est en état de bien-être, et aborder la question que d'un point de vue comportemental ou éthologique n'est absolument pas suffisante. Peut-être que Morgane, tu veux parler de la biomécanique et du coup des indicateurs, justement, plutôt biomécanique. Ouais, du coup, nous on a choisi de parler de ces 4 grandes familles.
On avait envie en tout cas de regarder cet angle de bien-être sous l'angle éthologique, mais c'est pas que éthologique, justement. Pas que éthologique. Oui, mais éthologique, mais ce n'est pas suffisant. C'est hyper important pour nous, j'allais dire pour moi, mais pour nous en vrai, de regarder aussi comment mon cheval il se sent dans sa biomécanique, dans la façon dont il bouge. Parce que la biomécanique, je vais juste le placer comme ça parce que c'est hyper intéressant comme définition. La biomécanique, c'est bien l'étude de la façon de fonctionner d'un point de vue corporel des chevaux et d'autres espèces, mais surtout dans son mouvement naturel. C'est-à-dire qu'on parle de biomécanique sur un cheval qu'on regarde bouger sans forcément lui demander quelque chose. Donc à partir du moment où on est sur le dos d'un cheval, par exemple, on n'est plus dans la biomécanique. Si, en vrai, les puristes nous diront qu'à partir du moment où on licole un cheval, ou que même on lui demande quelque chose en liberté, dans un espace restreint, à partir du moment où on a un impact sur sa trajectoire, on n'est plus dans la biomécanique. Donc moi j'adore la biomécanique parce que ça nous permet de regarder l'inné locomoteur du cheval. Donc comment il est né et comment il s'est construit lui-même avec son propre corps sans notre intervention. Ça te va? Ouais, ça me va. Ok. On a aussi choisi de regarder d'un point de vue physiologique. La physiologie, c'est, je vais vous faire avec mes mots, la définition de la physiologie, c'est la façon dont le corps fonctionne à l'intérieur, je vais dire comme ça. Donc c'est tous les systèmes physiologiques, donc tous les systèmes hormonaux, circulatoires, organiques. Et c'est hyper important pour nous de le prendre en compte dans le bien-être, puisque, encore une fois, je vais vous faire avec les mots, mais une jument avec les hormones en vrac, on sait que ça va avoir un impact sur tout le reste, par exemple. Oui. D'ailleurs, en réalité, physiologie et éthologie sont hyper liées, étant donné que, donc, je n'ai pas donné la définition de ce que c'est finalement l'éthologie. Donc l'éthologie, c'est la science des comportements et des mœurs, donc c'est-à-dire d'un point de vue aussi culturel. Quels sont les comportements chez les espèces liés à la notion de culture. Et d'ailleurs, le mot culture, c'est exactement la même définition que celle qu'on a nous pour les humains, c'est-à-dire l'ensemble de traditions, de mœurs, justement, qui réunit un groupe d'individus dans un même endroit. Et le petit rapport entre l'éthologie et la physiologie, c'est que en fait, la définition d'un comportement, c'est l'ensemble des réactions observables suite à un stimulus interne ou externe. Donc, à partir du moment où on parle de stimulus interne, intervient la physiologie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps, qu'est-ce qui se passe comme éventuelles sensations, pulsions, etc., etc. Donc, les deux sont intrinsèquement en fait liés. Et d'ailleurs, on peut dire aussi que avec la biomécanique, l'éthologie et la biomécanique sont intrinsèquement liées. En fait, pour la même raison d'ailleurs. Exactement. Ce qui nous amène à la technique. Derrière le mot technique, en fait, Morgane et moi, on va mettre tout ce qui est notre système de communication avec le cheval, que ce soit à pied ou l'équitation, tout simplement, le fait de monter dessus. Tout ce qui va être les gestes, la posture de l'humain, tout ce qui va être nos demandes, les fameuses aides. Donc ça, on l'a rangé derrière la partie technique parce que, bien évidemment, on peut cocher toutes les cases éthologiques, biomécaniques, physiologiques, donc s'assurer des 3F, s'assurer de la santé de son cheval, faire tous les examens du monde, connaître son schéma locomoteur, ses dissymétries naturelles, etc. Si derrière, on ne sait pas comment, en fait, appliquer tout ça d'un point de vue technique, ça ne nous sert pas à grand-chose. On est d'accord? On est d'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on vient de dire? Ça a l'air clair. Est-ce que ça vous parle? Levez la main si ça vous parle, ce qu'on vient de dire. Trop cool. Merci. Maintenant, on va rentrer dans la notion de ce qu'on appelle la subjectivité. Donc, on reprend la définition du bien-être. Si on veut tenter d'évaluer, ça veut dire qu'il faut réussir à se mettre à la place du cheval, comprendre son point de vue sur la situation, ses éventuelles attentes, ses éventuelles frustrations. Donc, en fait, ça veut dire que, on reprend l'exemple du jumping, cheval A, cheval B. Jean-Claude et Jean-Pierre. Jean-Claude et Jean-Pierre, ils vivent pas du tout, moi je sais pas, j'ai envie de les appeler comme ça, ils vivent pas du tout leur salon de la même manière parce que potentiellement ils n'ont pas le même tempérament de départ, pas la même personnalité, pas la même perception du monde. Et quand on parle de subjectivité du cheval, d'individu, il y a un concept en comportement en étho qui est hyper important. C'est pas seulement finalement les moyens qu'on va mettre en œuvre, mais c'est notre capacité à prendre en compte la valence émotionnelle de l'instant et de la demande. En tout cas, ce que la demande va provoquer comme valence émotionnelle chez notre cheval. Donc la valence, c'est la quantité
je ne sais pas comment dire, qualité, quantité, d'émotions tant positives que négatives qui va se dégager en fait suite à notre demande chez l'individu qu'on a en face de nous. Donc chez Jean-Pierre, il est arrivé sur la piste, on a vu qu'il était complètement bouleversé, les émotions très hautes, la tête potentiellement qui discute un petit peu, les yeux inquiets, etc. On va être dans une valence dite négative. Alors que c'était Jean-Claude. Pour Jean-Claude, lui, ça va, ça a l'air d'aller légère. Et on va plutôt parler potentiellement de valence neutre ou de valence positive. Et travailler avec la valence émotionnelle, justement, ou en tout cas essayer de comprendre quelles sont les valences émotionnelles qui se dégagent de chacun des individus, ça va donc, tenir compte du mental, mais du coup, ça va plus loin. On parle beaucoup de consentement aujourd'hui dans le milieu du cheval. En réalité, ce qu'on cherche, c'est son adhésion, c'est-à-dire à comprendre sa valence émotionnelle et à travailler avec sa valence émotionnelle plutôt que travailler contre. J'espère que c'est pas trop technique, charabia, mais ça veut dire que quand on voit que son cheval, effectivement, est dans une valence émotionnelle négative, plutôt que de chercher à continuer et à faire monter en fait l'échelle d'indicateurs potentiellement de stress et ou de frustration, ça va être de plutôt rechercher le point d'équilibre pour ensuite rebasculer et repartir dans une balance émotionnelle plus positive. Et peut-être abandonner notre objectif court terme pour réussir à rebasculer de l'autre côté. C'est ce qu'on se dit que Jean-Claude il a le droit de faire une barre sur la piste parce que c'est son premier jumping par exemple. Exactement. Tout ça dans le but, bien évidemment, de créer la motivation, c'est-à-dire l'envie de revenir. Donc que Jean-Claude ne se dise pas « Waouh, c'était horrible ce premier jumping, je ne vais pas revenir l'année prochaine. » Ouais. Ok. Ça te va ? Dans la subjectivité, il y a aussi, on l'a vu, tous les chevaux ne sont pas tout à fait faits de la même manière. Je pense qu'entre Pompon, le Shetland et probablement Jean-Claude, ce n'est pas tout à fait le même physique. On a des noms que j'adore. Effectivement, on a du coup, c'est hyper important de prendre ce qu'on a appelé le profil biomécanique du cheval. Donc on a la conformation, c'est comment il est construit au départ, comment il est né, donc le point de vue génétique. Évidemment qu'un Shetland n'est pas construit de la même manière qu'un cheval de Grand Prix, 140 ou 160, un cheval de CSO de Grand Prix. Une fois qu'il a été construit d'une certaine manière, une fois qu'il est né d'une certaine manière, comment lui, il a choisi de fonctionner avec ça. Quelles préférences motrices il a mis, quelles habitudes de fonctionnement physique il a. Et il y a une notion qui m'est chère, qui est chère à mon cœur, mais je sais qu'elle est chère au cœur de Fanny aussi et de beaucoup d'entre nous, c'est la notion de relâchement. Il y a un principe que moi j'adore, je vais en faire un t-shirt un jour je pense. On sait qu'un muscle qui n'est pas capable de se relâcher n'est pas capable de se contracter de manière optimale. Donc à partir du moment où mon cheval ne travaille pas dans le relâchement, on est sur des schémas de compensation locomoteur. Partant de ce principe-là, l'objectif de base de tout travail avec les chevaux ou de gestion des émotions, parce que hier Fanny, pour ceux qui étaient là, je crois que c'est toi qui as parlé de parfois on travaille pour et parfois on gère ce qui se passe. Oui, en fait le relâchement physique et le relâchement émotionnel vont de pair, c'est-à-dire que c'est pareil, on sait que s'il n'y a pas de relâchement émotionnel, il n'y a pas d'apprentissage. La mémoire de travail ne peut pas s'enclencher parce qu'elle est en fait le cerveau est saturé à autre chose, c'est-à-dire à gérer le stress ou la peur. Donc effectivement, sans relâchement, il n'y a pas de capacité d'apprentissage. Le mouvement pourra avoir lieu, c'est-à-dire qu'en fait, mécaniquement, on peut réussir à obtenir la demande. Pour autant, en fait, on repartira au point zéro le lendemain quand on veut essayer de réinitier l'apprentissage. Il n'aura pas été imprimé. Tout à fait. Donc si on veut que notre travail soit efficace, on a besoin de chercher en premier le relâchement. Que ce soit d'un point de vue physique ou psychique finalement. Exactement. Émotionnel. Ça va ? Ouais, ça va. Allez. Je me disais, est-ce qu'on avait autre chose à ajouter à cette notion de subjectivité ? Donc finalement, je raccroche mes moutons avec nos premières slides. Donc effectivement, comment on observe au-delà de la bientraitance d'un point de vue donc, de balance émotionnelle, on en a parlé, profil biomécanique, en fait c'est plus on va avoir conscience finalement du fonctionnement locomoteur de son cheval, de ses dissymétries naturelles, plus on va pouvoir adapter sa technique, ses demandes, ses exercices, sa gymnastique au quotidien pour l'aider à arriver à l'objectif que nous on s'est fixé dans notre équitation. Ça peut être un objectif sportif, mais ça peut être juste déjà l'objectif de réussir à faire un exercice. Allez en balade.
aller en balade. Dans le relâchement 100% de la balade. Tourner en cercle, par exemple. Tout à fait. Aller sauter une ligne, aller sauter un auxerre, etc. etc. Et donc partir du principe que en fait, c'est normal, je vais dire normal, que nos deux chevaux, si on reprend le même exemple, ils vont pas forcément avoir la même aptitude physique et du coup la même capacité physique à aller enchaîner en fait le même parcours de la même manière et qu'on va pas pouvoir appliquer bêtement la même technique équestre sur ces deux chevaux-là, puisque en fait fondamentalement ils sont différents, ils sont faits différemment. Et comme on a vu que la physiologie et la biomécanique avaient un rôle sur l'émotionnel, si on tente de traiter que l'émotionnel sans tenir compte de la biomécanique, en fait on n'y arrivera pas. Parce que, on va donner un exemple, si notre cheval, biomécaniquement, il n'arrive pas à tourner à gauche, pour X ou Y raison, parce que sa conformation fait que, en fait, son côté droit, c'est le côté qui est le plus facile pour lui, donc déjà mécaniquement, c'est compliqué pour lui de tourner à gauche. On se doute bien que dans notre parcours, à chaque fois qu'il va falloir tourner à gauche, ça va être difficile pour lui, ça va générer potentiellement une valence émotionnelle non neutre, pour ne pas dire un petit peu négative. Et donc, si on a tout un parcours avec des angles à gauche, à la fin du parcours, biomécaniquement, ça aurait été dur pour lui, mais émotionnellement aussi, ça aurait été dur pour lui parce qu'il n'aura affronté qu'une suite de difficultés. Est-ce que ça, c'est clair? Oui, on nous dit que c'est clair. Nous, ce qu'on voudrait, c'est amener un peu de nuance dans tout ça, vous l'avez compris, et c'est de se dire que la question du bien-être, elle est bien évidemment indispensable, c'est une injonction, mais qu'elle nécessite une acquisition de connaissances un peu transversales qui ne peuvent pas être réservées aux pros de la filière. Ça ne peut pas être l'apanage d'être un pro, de savoir comment fonctionne un cheval, de savoir justement quel est son schéma locomoteur inné, de savoir éthologiquement quels sont ses besoins, quel est son tempérament, du coup quelles sont les méthodes d'apprentissage qui vont plus convenir pour lui ou pas. On peut peut-être parler de nouveau de nos deux chevaux et par exemple de leurs deux stratégies de réponse au stress. Okay. Donc, reprenons nos deux chevaux, il y en a un qui est plus stressé et l'autre qui est moins stressé sur son premier jumping. En réalité, on a découvert en éthologie qu'il y a souvent deux systèmes de réponse au stress sur les toutes premières études de tempérament pour essayer de bien comprendre justement comment marchaient les émotions chez les chevaux et leur personnalité. Et en fait, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait deux types de stratégies de réponse face à la nouveauté, face au stress. Pourquoi on associe nouveauté et stress? C'est parce qu'en fait, chez chaque espèce, tout ce qui est nouveauté est autant attirant que répulsif. La nouveauté fait envie, un truc nouveau, j'ai envie d'activer ma curiosité, mais en même temps j'ai peur parce que c'est nouveau. Et ça fonctionne pour les fourmis, pour les papillons, pour les chevaux, pour les humains. Donc, chaque nouveauté est un petit facteur de stress. Ce petit facteur de stress, c'est celui qui va donner envie, potentiellement, justement, d'interagir. Et les deux stratégies, en fait, principales chez tous les individus, de toutes les espèces, c'est soit la proactivité, soit ce qu'on appelle la réactivité. Donc, la proactivité, c'est les individus qui vont avoir besoin de prendre le contrôle de l'environnement pour faire baisser, justement, le niveau de stress. Typiquement, c'est tous les chevaux qu'on va qualifier de extravertis, pour ceux qui font du horsemanship. Donc tous ceux qui vont plutôt être sur des schémas locomoteurs en fait très actifs, où ils ont besoin de se mettre en mouvement pour venir toucher le nouveau ballon qu'ils ne connaissent pas, toucher le nouvel individu dans la carrière qui vient de rentrer qu'ils ne connaissent pas, toucher, j'en sais rien, un obstacle un peu chelou avec des ailes de papillon. En fait, c'est leur manière de gérer le stress. Ils fonctionnent de cette manière-là. C'est intrinsèque à eux-mêmes, à leur fonctionnement. À l'inverse, tous les individus dits réactifs, c'est des individus qui vont plutôt être dans l'absence de mouvement et le fait de se dire « Ouh là là, je ne bouge pas, j'observe. Je vois ce qui se passe. J'analyse. Et après, je décide d'interagir ou pas. » Ça, c'est tous les chevaux qu'on va plutôt qualifier en général d'introvertis ou de chevaux froids, qui ne bougent pas trop, parce qu'en fait, justement, ils sont naturellement plus dans cet état d'observation avant de savoir quel est justement le mouvement qu'ils vont enclencher ou comment ils vont vouloir réagir au stimuli. On peut poser la question juste, est-ce que là, comme ça, avec la définition qu'on vous donne, est-ce que vous pouvez, ceux qui sont propriétaires d'un cheval, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui pensent que leur cheval est plutôt proactif? Ok. Et ceux qui pensent qu'ils ont un cheval plutôt réactif? Ok. Il y en a qui savent faire les deux là-bas. Effectivement, tout à fait. Et du coup, en tant qu'humain, qui se pense être plutôt proactif ici? Ça m'intéresse. Et plutôt réactif, du coup?
Ok. Est-ce que du coup, les humains qui ont levé la main et qui sont proactifs ont un cheval proactif? Ah ouais. Là-bas. Ceux qui me connaissent savent que c'est ma théorie. Qui se ressemblent. Ok. On vous a parlé de tout ça et on a un petit peu digressé parce que, en fait, déjà, comprendre les stratégies de réaction des individus, c'est comprendre leur personnalité et du coup, c'est ce qui va nous permettre de commencer à apprendre à lire le langage de notre propre cheval. Ça sert à rien de s'énerver, à demander un arrêt à un cheval dans une situation stressante si sa stratégie de réponse, c'est la proactivité. Il vaut mieux demander un mouvement lent, calme, qui va chercher à le rassurer parce qu'en fait, du coup, il a l'impression d'être quand même en contrôle de ce qui se passe, plutôt que de le stopper. À l'inverse, demander à un cheval qui a besoin de se stopper pour analyser la situation, de absolument se mettre en mouvement, et vite, ça ne sert à rien non plus. Donc, les chevaux qui s'arrêtent en balade pour regarder c'est quoi le truc chelou à 4 pattes au fond du pré, par exemple une vache, c'est pas la peine de les presser à repartir. À l'inverse, celui qui part taillot, peut-être qu'on peut lui demander de plutôt faire une volte pour ralentir l'allure, mais quand même lui permettre le mouvement. Je peux faire le lien avec la locomotion? Bien évidemment, je te tendais la perche. On va prendre le même exemple, un cheval, je vais partir de ce postulat-là. En fait, je te tendais la perche parce que ce dont on parle, c'est un schéma, avant tout les locomoteurs. C'est quelle est la stratégie de réponse au stress d'un point de vue locomoteur. Est-ce que j'avance ou est-ce qu'en fait je m'arrête? Voilà. Et du coup, essayer d'aller... J'y vais ou j'y vais pas. Je me pose la question de comment je prends le truc. Essayer d'aller freiner un cheval à tout prix avec des outils hyper coercitifs. Pareil, on est sur une stratégie court terme, mais qui va ni nous permettre l'apprentissage, ni nous permettre la bonne expérience. Exactement. Comme ça. En fait, on peut raccrocher les wagons. On disait avec Morgane, on est convaincu que ce qui est important finalement, c'est d'avoir l'ensemble de ces connaissances transverses, donc de les comprendre pour pouvoir agir, que l'on soit simple cavalier de centre équestre, propriétaire ou pro de la filière. Mais ça ne peut pas être juste l'apanage du pro de la filière. Vous avez besoin de comprendre comment fonctionnent les choses pour pouvoir, à votre tour, décider ou pas de les appliquer. Donc, dans le cadre de la locomotion, effectivement, c'est assez intéressant. Ce qu'on disait ce matin quand on réfléchissait avec Morgane sur nos exemples, c'est que souvent, on va avant tout chercher un outil, parce qu'on réplique quelque chose qu'on nous a dit, avant de chercher à comprendre pourquoi l'individu fonctionne de cette manière, de manière à régler potentiellement la question, en tout cas changer l'apprentissage. Et donc, on arrive à cette conversation qu'effectivement, on peut toujours chercher à mettre, j'allais dire un pédale, mais ça c'est mon excitation de vieille, mais du coup, un mort à branche, c'est ça? Un mort à branche pour ralentir notre cheval sur un parcours pour ne pas se faire embarquer. La vraie question, c'est de se demander pourquoi en fait il a besoin de courir plus vite. Et du coup, comment on peut peut-être soit le rééquilibrer et travailler à la maison sur le rééquilibrage naturel, parce que peut-être que physiquement, en fait, il est en fuite en avant parce qu'il n'a pas les bons muscles qui sont développés au bon endroit. Et que du coup, comme il n'a pas les bons muscles qui sont développés au bon endroit, en fait, il n'est pas confiant dans la manière dont il avance sur le parcours, donc émotionnellement, ça ne va pas. On peut reprendre l'exemple de Jean-Claude et Jean-Pierre. On a 5 minutes ou pas? Ouais, mais je me souviens plus qui est Jean-Claude et qui est Jean-Pierre. Pour une petite démo. Moi non plus. Numéro 1, le cheval qui est hyper émotif, qui regarde son environnement, qui a la tête haute. On est parti sur une petite démo, je vais faire le cheval. Okay. Tête haute, dos creusé, fesses en l'air. Ok, on voit ça chez les chevaux, ça vous parle ça ou pas comme schéma? Ok. Schéma d'extension. Schéma d'extension du dos. Schéma d'extension du dos. Il a peur, il se déséquilibre. Est-ce que ça vous paraît évident? Enfin moi ça paraît évident, moi spécialiste de la biomécanique, dites-moi si ça... Arrêtez-moi si jamais ça fait pas sens pour vous. Un cheval qui vient effondrer sa cage thoracique pour pouvoir regarder en l'air, il va perdre de l'équilibre. Oui, d'accord? Quand on perd notre équilibre, on précipite. Donc il y a des chances que le cheval numéro 1, en stress, il ait son schéma émotif, son schéma d'émotion, qui va l'amener à aller vite pour se débarrasser de tout cet environnement. Et en plus, il va venir se déséquilibrer, ce qui fait que ça va le faire accélérer encore plus. Ok? Donc là, on a vraiment un lien direct entre la locomotion et les émotions, alors qu'à l'inverse, le cheval numéro 2, pas trop émotif parce que... Non? Ouais, vas-y.
pas trop émotif par ce qui se passe, plutôt tranquille, va peut-être se concentrer un peu plus sur son cavalier, peut-être être dans un schéma plus de flexion, plus en équilibre, ok? Et du coup, il va être plutôt sur des allures plus lentes, potentiellement plus relâchées, et ça va être plus facile pour lui, en tout cas, de se relâcher en étant en équilibre que de se relâcher en étant complètement en déséquilibre. Ok? Ça fait sens pour vous ou pas? Levez la main si c'est pas le cas. Je vois des oui. Ok, trop cool. Relâchement physique égale relâchement émotionnel. Ouais. Et vice-versa. Et vice-versa, tout à fait. Pour reprendre le cas de ton cheval, j'aimerais bien que tu me le fasses physiquement, pas des mots. Okay. En fait, c'est juste le schéma locomoteur classique d'un cheval qui prend peur, observe, donc du coup par la tête haute pour garder son point de vue le plus loin vers l'horizon, et du coup d'étaler le plus vite possible. En fait, ce qui est hyper intéressant, je me permets... C'est un comportement naturel. En fait. C'est un comportement naturel. Et en fait, ce qui est hyper intéressant et qui est vraiment le sens de notre démarche, Fanny et moi, dans les chevaux avec lesquels on travaille, c'est il y a son comportement naturel et il y a comment moi, en tant que cavalier, je peux permettre à mon cheval d'avoir une expérience différente. C'est-à-dire comment Jean-Claude part comme ça et comment moi, toute ma technique équestre que j'ai bossée déjà à la maison, elle va me permettre de lui dire « Ok, bah, ton naturel, c'est de faire ça. Aujourd'hui, notre job ensemble, c'est d'aller sauter 140. Et ben, comment on peut faire pour que ton expérience soit rendue positive? Comment on peut bosser ça ensemble pour que ton expérience qui part franchement pas terrible avec toutes ces lumières et ce bruit, et ben, comment on revient ensemble et comment on se remet ensemble dans un schéma locomoteur et dans une émotion satisfaisante pour que derrière, l'expérience soit positive. Je pense que c'est la même chose pour la posture. Ouais. Enfin, de toute façon, t'as fait ta petite démo, donc voilà. Donc la locomotion, ça va être plutôt la manière dont le cheval se déplace. Donc dans ta démo, forcément, un cheval qui se déplace en extension, bah, en fait, il y a tout un schéma locomoteur qui va se mettre en place. Mais c'est aussi une posture. Et donc là, c'est pareil. On peut se dire qu'on a plein d'outils géniaux pour traficoter la posture du cheval. Pour autant, c'est pas forcément ce qui va permettre finalement d'ancrer un apprentissage. Souvent des outils qui permettent de rapprocher le bout du nez du poitrail, ok, principalement. Et pour autant, ben, Jean-Claude, si on lui rapproche le bout du nez du poitrail, il va pas forcément se sentir super mieux, ok. Donc l'idée, c'est comment on fait tout autour pour que le schéma global, locomoteur et d'émotion amène encore une fois une expérience positive. Exactement. Et donc tout ça, ça mène aussi aux signaux. Alors il y en a plein. C'est notre capacité justement à apprendre à lire les différents signaux. Donc ça va être alors, tout ce qui va être sur l'aspect, on va dire, comportemental. Ça va être déjà les signaux simplement de relâchement. On va parler du positif en premier. Les signaux de relâchement qui sont aussi liés très rapidement, on va dire, à la biomécanique et donc du coup aux postures que va prendre le cheval. Mais pardon, je te coupe, mais par le simple fait qu'un muscle qui se relâche, c'est se contracter de manière optimale, comme je vous le disais au départ. Donc à partir du moment où on a un relâchement du cheval, on a forcément une posture différente et une locomotion différente par le fait que le muscle se relâche. Exactement. Donc tous les signaux de relâchement qui peuvent être du coup vraiment physiques et ou très discrets, notamment sur la tête du cheval, la position, enfin c'est physique la position des oreilles, mais bon, vous m'avez compris. Un nez qui se fronce. Un nez qui se fronce, etc., etc. Tous les signaux de stress, qui sont importants à connaître pour être sûr que du coup on va chercher à les diminuer plutôt que les ignorer et qu'ils s'accélèrent, ils se répètent et ils s'installent. Tous les signaux, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre, d'inconfort, qui ne sont pas forcément liés au stress, mais qui peuvent être liés à la physiologie, justement, à un problème physiologique. On peut rajouter quoi d'autre? Il y en a tellement. Je pense qu'on est pas mal. Hein. On est pas mal. Sur les signaux d'inconfort. Si déjà on a inconfort, stress, frustration, ne pas mélanger le stress et la frustration. Est-ce que les gens savent faire la différence entre le stress et la frustration ici? Qui sait faire la différence? T'en parles maintenant. En fait, c'est compliqué parce que souvent, ces signaux sont... Il y a des signaux conjoints. Par exemple, une position d'oreille peut être autant une position de frustration qu'une position de stress. Donc en fait, on va plutôt chercher à lire le signal dans un contexte environnemental pour être capable, à un moment donné, de se dire est-ce que je pars plus vers le stress ou est-ce que je pars plus vers la frustration. S'il y a un saut de grain devant, vous pouvez être à peu près sûr qu'on est sur plutôt un signal de frustration. De ne pas avoir accès à la nourriture en premier.
S'il y a une vache et que votre cheval a peur des vaches, Ouais. il y a assez de chances pour que ce soit du stress. Exactement. Après, c'est un peu plus subtil que ça, mais c'est on un pourra peu- en parler en dehors de cette conférence. Exactement. Donc, l'ensemble de l'acquisition de ces connaissances, c'est ce qui permet en fait, finalement, cette lecture pour l'évaluation du bien-être, ok, de notre cheval. On rebondit toujours sur le titre de notre conférence. Et que du coup, quand vous arrivez dans un endroit A, c'est bien d'observer la bientraitance. Donc, est-ce que les 3 F sont remplis? Est-ce qu'il y a assez d'espace? Ou est-ce que les 5 libertés, je ne sais plus qui a su les dire, sont remplies? Mais après, il faut en fait, c'est que le début de l'entonnoir. Il faut le redescendre petit à petit sur la lecture du cheval, de l'individu en tant que tel, et aussi se prémunir d'un jugement trop rapide. Puisque en fait, la subjectivité du cheval, elle peut être liée complètement à cet événement en particulier. Donc vos observables, ils vont être liés à cet événement en particulier, que ce soit d'un point de vue locomoteur ou d'un point de vue émotionnel. Et vous ne pouvez pas en tirer une généralité pour un jour J, en fait. Le but, c'est après de revoir le cheval dans un ensemble de contextes et de situations pour voir si, justement, c'est un ancrage qui s'est fait au fur et à mesure, c'est lié à la personnalité du cheval, c'est lié à qui il est, etc. Ou si c'était effectivement lié plutôt à une situation, à un instant T, en tout cas en comportement, c'est comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à tirer une généralité, on cherche plutôt à comprendre le pourquoi et à voir quelles sont en fait l'ensemble des situations dans lesquelles ce même comportement ou cette même attitude se réplique pour essayer de faire le vrai du faux. On avait envie avec Morgane parce que je vois que le temps passe. Et quelle heure? On reste combien de temps? 15 minutes. Ok. On avait envie de vous parler de 2 outils qui sont donc validés scientifiquement et qui vont vous permettre de prendre connaissance de ces indicateurs, donc d'un point de vue purement théorique. Parce que après, Morgane et moi, c'est des outils avec lesquels on travaille tous les jours. C'est un peu la base et le C'est la centre base, de nos activités. exactement. Mais c'est pas parce qu'on les a sur une fiche de papier que c'est facile forcément de les mettre en application tous les jours. Donc, commencez en étant 2, celui qui a la liste devant les yeux et celui qui active le cheval. Ces 2 outils, donc, ils ont été validés scientifiquement effectivement par différentes études de chercheurs. Donc, il y a le Horst Grimace Scale, qui est le schéma que vous voyez à gauche de l'écran. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Ouais. C'est les mimiques faciales? Ça parle à quelqu'un ou pas? Ok. Ok. Donc cet outil, il est en fait vraiment très facile d'accès. Le seul truc, c'est qu'il faut être à pied. Monter, c'est plus dur. Donc c'est un outil en fait qui a permis de répertorier qu'on a à peu près 5 zones sur le visage du cheval qui s'activent de manière plus ou moins régulière et qui s'intensifient en fonction des situations de mal-être physique, donc plutôt d'inconfort voire douleur. Ce qui est intéressant, c'est que cet outil il a été utilisé dans plein de cas différents et c'est ce qui a permis de conclure que c'était un outil plutôt justement valide. Il a été utilisé au moment en fait, des recherches, il a été utilisé dans le cas de Hongre qui venait juste d'être castré, donc pour voir en fait tous les signaux de douleur post-castration entre le premier jour et la première semaine en fait de cicatrisation. Il a été utilisé également dans le cas de chevaux souffrant d'ulcères gastriques et donc dans le traitement en fait des ulcères gastriques. Et il a été également utilisé pour des chevaux atteints de fourbure. Donc vous savez, la fourbure, c'est quand on a la descente de la phalange. Et également, en fait, à chaque fois, on a pu démontrer qu'on avait l'ensemble des mimiques qui avaient tendance à être non tellement présentes, mais se répéter dans le temps, voire s'installer de manière constante. Donc bien évidemment, vous voyez, il y a 5 zones. Il faut vous dire que la variation de l'état, justement, de douleur dépend de l'activation de ces 5 zones. Potentiellement, certains chevaux vont avoir que 2 zones qui ont tendance à s'activer et qui vont soit faire des allées et venues, donc soit se relâcher, s'activer, ou alors rester actives. Mais on ne peut pas juste conclure à un état de mal-être en se disant « j'ai que les oreilles en arrière chez mon cheval ». Parce que ça ne veut pas dire que ça. Okay, donc, c'est et les oreilles en arrière, et le sourcil qui se fronce et qui reste en accent circonflexe en permanence, et potentiellement, quand vous voyez en fait vraiment la crispation au niveau des mâchoires qui s'installent au niveau du cheval, et les naseaux pincés qui tirent vers l'avant, et la petite, en fait, quand on a finalement, ouais, tu le fais bien, Morgane, c'est ça, vraiment la lèvre supérieure qui va venir se froncer et passer devant la lèvre intérieure. Donc ça, c'est le Horst Grimace Scale. Vous regardez votre cheval, vous faites des notations entre 0 et 2. 0, il n'y a pas aucun de ces signes sur le visage de mon cheval, tout va bien.
j'ai 2 partout, je m'inquiète. Et j'appelle le vétérinaire en premier lieu, s'il vous plaît, avant n'importe quel autre professionnel de la filière. Le Ridden Pain Horse, c'est un autre rétrogramme. Je n'ai pas pu vous l'afficher à l'écran parce qu'il y a à peu près 24 catégories différentes. Voilà. Donc en fait, c'est le travail de Sue Dyson, qui est chercheuse, qui a du coup... Alors ce qui est très intéressant dans cet histogramme, c'est qu'en fait, il y a des photos. Donc en fait, vous pouvez voir vraiment chaque position une par une, chaque comportement. Et en fait, elle a répertorié effectivement 24 comportements qui peuvent être des indicateurs d'inconfort physique chez le cheval et de douleur quand le cheval est monté. Donc en fait, effectivement, c'est Ridden Pain Horse parce que les études se font en anglais. Donc c'est bien l'éthogramme de la douleur montée chez le cheval, si vous cherchez en tout cas à avoir accès à cet éthogramme sur Google. Vous pouvez avoir accès à cet éthogramme sur Google. C'est gratuit. Il y a une vidéo YouTube qui est géniale. Et il y a une vidéo YouTube qui est géniale aussi. Donc, dans cet éthogramme, c'est pareil, Sue Dyson, elle a cherché à démontrer tous les indicateurs physiques d'inconfort dégagés par le cheval. Ça va du fouillement de la queue. Alors, il y a le Horse Gamma Scale qui est à l'intérieur, hein, dont toutes les mimiques faciales fait partie en fait de cet éthogramme-là, parce que quand votre cheval est monté, vous ne voyez pas sa tête, et ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne fait pas ces mimiques-là. Okay. Et après, il y a tout un tas d'autres indicateurs qui peuvent aller justement je te laisse, c'est toi qui t'en sers au quotidien. Donc, voilà. Des foilements de queue à la position de certains membres, etc., etc. Ce que j'adore chez cet éthogramme-là, c'est qu'il nous donne des indications sur effectivement l'inconfort et la douleur du cheval au travail, puisqu'on est vraiment sur un éthogramme du cheval monté, et qu'il propose à la fois des signaux que moi j'appelle comportementaux, donc des foilements de queue, des trucs de vraiment, voilà, je fouille de la queue, je plaque les oreilles, donc c'est je suis conscient, moi cheval, que je vais foyer de la queue parce que ce qu'elle me demande c'est dur, mais il y a aussi des signaux locomoteurs. On est aussi sur des restrictions de foulée, par exemple. Restrictions de mouvement, Restrictions de mouvement, restrictions de foulée. On est aussi sur des... j'ai perdu le terme. Inclinaisons de la tête, par exemple, où on est vraiment là sur un cheval qui essaye physiquement de faire ce qu'on est en train de lui demander de faire, mais il n'arrive pas à le faire avec toute sa force, donc il va chercher une compensation. Donc on est vraiment sur un schéma qui permet, un éthogramme, pardon, qui permet à la fois de regarder ce que notre cheval nous dit consciemment, genre je fouille de la queue, c'est difficile pour moi, et tout ce qu'il fait pour essayer de compenser la difficulté de ce qu'on est en train de lui demander. Donc un éthogramme, c'est ce qu'on appelle un répertoire comportemental en éthologie, donc on répertorie tous les comportements. Si je vous parle d'outils, c'est parce qu'en fait, aussi bien l'un que l'autre sont fournis justement avec les indications et les grilles d'évaluation si vous voulez vous amuser à essayer justement comportement par comportement, de voir potentiellement si les comportements ressortent et du coup comment les évaluer avec un système de notation qui est en général assez simple. 0, il n'y a pas. 1, ça apparaît de manière intermittente. 2, il y a. Voilà, donc il n'y a pas besoin de faire beaucoup de maths pour réussir à le remplir et en général les conclusions sont très claires. On peut peut-être terminer là-dessus. Ouais. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on a perdu des gens ou tout le monde est là? On a perdu des gens, certains, mais d'autres sont revenus. Peut-être qu'on peut faire... on a encore quelques minutes pour des questions si jamais il y a. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vous a présenté, sur les outils qu'on vous a présentés, sur l'application de ces outils au quotidien? Ok, moi j'ai une question à vous poser du coup. Ok. Ça te va? Oui. Moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez déjà tous penser à une chose que vous retenez de tout ce qu'on vous a raconté depuis le début? Ok. Et est-ce que quelqu'un veut bien partager cette chose? Ça te va? Oui. Essaye de trouver quelqu'un qui va vouloir prendre le micro. Est-ce que quelqu'un veut bien me partager une chose qu'il retient de tout ce qu'on a raconté? Ça va? Alors, je m'excuse, je n'ai pas retenu le nom, mais c'est l'histoire des mimiques faciales. Voilà, j'ai envie de creuser le sujet. Ok, le Horse Gamma Scale. C'est la version anglaise. Ouais. En fait, il y a deux termes. Il y a l'equine pen face. Donc en fait, ça c'est le terme pour dire que c'est les mimiques faciales, effectivement. Donc vous pouvez le trouver en anglais aussi sous ce nom-là. Et le Horse Gamma Scale, c'est bien l'outil qui permet de se servir de l'equine pen face, donc des mimiques faciales, pour pouvoir évaluer justement la douleur. Tu es formé à ça. Ok, comment on s'est formé à tout ça, à ce savoir? On fait un petit... On reprend une heure. On reprend une heure. Vas-y, J'y commence. vais. Moi, je suis formée principalement en biomécanique. Moi, ce qui me passionne, je suis un peu une geek de la biomécanique et c'est pas évident de se former aujourd'hui en France.
Donc j'aime à dire que j'ai fait 100% des formations pro francophones sur la biomécanique. Et quand j'appelle francophone, c'est adapté aux professionnels en tout cas. C'est en France et au Canada. Donc on est vraiment sur des formations. Mais c'est effectivement pas évident. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je transmets moi-même le savoir, et notamment pour les particuliers, parce qu'il est indispensable que 100% des cavaliers aient des critères d'évaluation locomoteurs pour leurs chevaux. Et donc voilà, je suis là pour transmettre le savoir aujourd'hui. Et du coup, moi, j'en ai parlé. J'ai découvert des documentaires sur l'éthologie sur France 5 et Arte, et pour d'autres espèces animales. Et du coup, ça m'a posé la question de qu'est-ce qu'il y avait nous dans notre filière. Et en fait, après, je suis arrivée sur un diplôme universitaire tout simplement à la fac pour la partie vraiment purement théorique, parce que j'avais toujours un petit peu ce truc de... C'est bien de vulgariser, c'est bien de simplifier pour que les gens qui pratiquent l'équitation comprennent, mais il y a quand même toujours un truc où je trouve ça un peu flou, où l'explication me semble un peu vaseuse ou un peu trop rapide. Donc voilà, donc je suis repartie à la fac pour avoir les bons mots, on va dire, pour être aussi capable de lire les études. Et puis après, toujours en formation continue sur le terrain, parce que voilà. Et en fait, c'est là où je suis arrivée très vite à la conclusion que faire du comportement sans comprendre la biomécanique, c'est pas... Voilà, en fait, il manque une brique. On a le temps pour une autre question ? Oui. Je peux en profiter parce que du coup il y avait une conférence hier que j'ai donnée justement à peu près, alors pas tout à fait sur le même sujet, mais avec mes consoeurs d'Ekimova. Donc en entrée, j'ai dit que moi j'enseignais l'éthologie purement scientifique, on va dire, dans des formations plutôt post-diplômantes. Effectivement, il y a la première formation biomécanique transverse qui arrive avec l'organisme de formation Ekimova. Il y a Ekimova et c'est moi Morgane. Qui est réservé, Ouais, tout à fait. Qui est réservé aux pros, pas vraiment. Enfin, ça peut être pro transverse, cavalier professionnel. Aujourd'hui, il y a des candidatures de gens qui font de la course de chevaux, comme des cavaliers amateurs qui sortent sur des parcours nationaux, comme effectivement des gens qui font du massage, etc. etc. Oui, bonsoir. J'ai une question à propos du fronçage de museau, de nez. J'avais appris qu'en fait ça correspondait à une souffrance, une gêne corporelle. J'ai assisté tout à l'heure à une intervention de quelqu'un d'autre qui était très intéressante également, et qui nous disait que en fait c'était plus quelque chose un effort où le cheval était en colère. Alors c'est pour ça que j'ai demandé si on était capable de faire la différence entre les indicateurs de stress, de frustration ou de douleur. En fait, je vais donner un exemple qui n'est pas du tout anthropomorphique, mais des fois il faut faire des comparaisons qui sont identiques. On n'est pas si différents que ça. Vous-même, quand vous faites un effort, vous allez aborder certaines mimiques qui vont être potentiellement les mêmes que si vous cognez le pied dans la table. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre système, mais c'est le même. Qui va être différent. Le système qui s'active, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que des fois, une gêne peut provoquer une douleur. Donc en fait, déjà, les signaux peuvent être plus ou moins l'un ou l'autre, pareil. Oui. Un stress peut provoquer aussi une douleur. Donc, voilà. La lecture est difficile. C'est pour ça que le contexte est hyper important. C'est aussi pour ça que dans les Queen Face, on vous dit bien quand vous faites, et le Horse Guide Masqué, quand vous faites l'évaluation, vous pouvez pas juste vous concentrer sur une zone et dire ah là là, j'ai tout le temps que sur cette zone, donc c'est sûr que ça va pas. Non, en général, c'est un ensemble de zones qui s'activent, plus ou moins de manière répétée. Et après, le but pour vous, c'est juste en fait d'avoir cette lecture-là, peut-être arrêter ce que vous êtes en train de faire et vous dire, il faudrait que j'appelle le vétérinaire. Oui. Okay. Vous n'allez pas avoir la réponse toute seule de je suis sûre qu'il a mal et que c'est pour ça. Oui, derrière, c'est plus un outil d'aide à la détection que réellement autre chose. Oui, quand j'ai le nez pincé, et fois il manque. Je regarde le cheval travailler. Ça peut être de l'incompréhension, comme ça peut être un début de douleur, comme une incapacité physique, parce que peut-être une conformation particulière qui fait que la demande n'est pas assez ajustée au niveau du cheval, c'est-à-dire est-ce que je suis vraiment capable de faire ça parce que j'ai le physique de faire ça, ou est-ce qu'aujourd'hui je peux juste faire ça. Donc en fait, il faut que je commence par faire ça, puis demain je ferai ça, puis demain je ferai ça, et puis oui, après je ferai ça. Voilà. Merci beaucoup. C'est ce niveau-là. Je voulais redonner un exemple justement parce que c'était pas très clair peut-être.
Le cas de l'œil en accent circonflexe, puisque j'ai déjà donné cette conférence ailleurs et on m'a dit voilà, mon cheval, moi, il a tout le temps l'accent circonflexe, donc mon cheval est forcément en état de mal-être. Et c'est là qu'on parle souvent aussi de physiologie, éthologie, biomécanique, tout est relié. Il y a des chevaux qui ont aussi une conformation naturelle qui fait que potentiellement, on va avoir plus ou moins un œil en accent circonflexe. Ça va être lié à la taille de l'œil, ça va être lié à la sensibilité de l'œil. La détection des problèmes de vue chez les chevaux, c'est un vrai sujet, d'accord. En fait, c'est un sujet qu'on n'aborde pas, mais il y a beaucoup de chevaux qui ont des problèmes de vue, qui ont des grosses sensibilités de ce côté-là. Donc en fait, qui de l'œuf ou la poule fait que l'œil reste en accent circonflexe, ça c'est plus complexe. Mais voilà, du coup ça veut juste dire qu'il faut creuser. C'est un signal, je creuse et ensuite j'élimine avec le vétérinaire s'il faut que je pose plus de questions par rapport à cet œil en accent circonflexe. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on laisse, je pense, la place ? Si jamais il y en a qui veulent poser des questions sans le micro. Oui, parce qu'il y a Renaud qui arrive. Ouais. On reste 5 minutes de Renaud qui papote ceci. Est-ce qu'il y a une dernière question ou pas ? Ça 5 minutes. Ok. Et ben moi je vais rester là parce que je vais écouter Renaud. Moi aussi. Et du coup, si vous avez envie de poser d'autres questions de manière un peu plus intime, pas devant l'assemblée, il n'y a pas de problème. Je vais être là encore à peu près une petite demi-heure, une petite heure. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt. Merci.